Oui, alors déjà, j'avais décidé de prendre des vacances et de ne pas intervenir ce mois-ci. Mais effectivement, l'affaire norvégienne est une affaire de la plus haute importance, qui est pour moi est un peu presque aussi importante que peut-être pas le 11 septembre, mais les attentats d'Oklahoma ou les attentats des années de plomb en Italie. C'est à mon avis quelque chose qui a un certain niveau de lecture et qui permet comment dirais-je, de partir dans certaines conjectures. C'est assez complexe. Ce qui est certain, et c'est la raison pour laquelle je suis là ce soir, c'est que tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent ne me satisfait pas. Bon, pour les médias officiels, pas du tout, et même pour les médias, on va dire, d'opposition, les médias de résistance, ne me satisfait pas complètement. Hein, voilà. Donc déjà, il faudrait situer la Norvège. La Norvège, à mon avis, est un pays qui correspond aujourd'hui à ce qu'a pu être la France à l'époque de De Gaulle, on va dire entre 1960 et 1967. C'est un pays c'est un État qui résiste au nouvel ordre mondial sur des tas de plans et qui résiste au niveau de son, comment dire, de son personnel politique élu de premier plan. La Norvège n'est pas dans l'Union européenne, ne subit pas l'euro. C'est un pays de l'OTAN qui est en train de se désengager de l'OTAN. Il faut savoir d'ailleurs que la Norvège était engagée auprès de l'armée française dans l'opération libyenne et cherche à en sortir, non seulement à en sortir, mais en faire sortir aussi le Danemark. Hein, c'est important. La Norvège est un pays économiquement florissant, qui ne subit pas du tout la crise que subissent justement les pays de l'Union européenne. C'est un pays qui a énormément de fonds souverains et qui a des investissements éthiques. Et là, on touche aussi un dossier brûlant. C'est un pays qui est très hostile à l'État d'Israël au niveau je dirais, de ses élites étatiques, pas seulement au niveau de ses jeunes ou de ses marginaux ou de ses contestataires. N'oublions pas les accords d'Oslo. Voilà, donc la Norvège est en pointe, on va dire, dans la résistance à l'Empire. Hein. Ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. Ce pays qui est touché aujourd'hui doublement est le pays le plus en pointe dans la résistance à l'Empire au niveau, je dirais, occidental, évidemment. Hein. Je mettrai de côté des situations différentes qui seraient l'Iran ou même la Russie qui, elle, a des capacités impériales. Là, c'est un petit sur la question monétaire, bancaire et israélo-palestinienne. Or, ce pays vient d'être doublement attaqué. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu deux attentats qui sont d'ailleurs revendiqués par la même personne, ce qui, à mon avis, est de l'ordre de l'absurdité. Parce que si on peut pratiquement penser que le tireur sur l'île n'est pas un tireur isolé, de toute façon, on ne voit pas comment il aurait pu poser des bombes et organiser ce massacre qui a duré 1 heure et demie, tout seul, sans appui logistique, etc., etc. Donc, il semblerait qu'on soit plutôt dans une opération de très haut niveau qui ferait plutôt penser à ce qu'on a en Italie, dont on sait aujourd'hui qui ont mené par les plus hauts services impériaux. On se rappelle de l'organisation Gladio. Voilà. C'est plutôt comme ça, à mon avis, qu'il faut voir les choses. Et évidemment, quand on voit comment dirais-je, la vision médiatique, c'est-à-dire la vision officielle et ce à quoi sert cet attentat, je pense qu'on voit déjà une chose évidente, j'irai après dans les choses plus subtiles, c'est qu'on voit un arien blond, assez beau d'ailleurs, qui, au nom de sa haine de, soi-disant, l'islam, aurait organisé un meurtre de masse contre sa propre population. Donc le but est bien évidemment de discréditer, on va dire, tout mouvement nationaliste et tout mouvement opposé au nouvel ordre mondial, c'est-à-dire qui résisterait à la disparition des frontières, au métissage comme idéologie imposée, etc. Donc ça, c'est la première lecture évidente et qui d'ailleurs tombe à pic pour le système parce que ça permet aussi de diaboliser le Front National et donc Marine Le Pen qui avait été poussée vers le haut, comme je l'ai dit, à l'époque où elle devait servir de sparring partner pour Strauss-Kahn, mais Strauss-Kahn, à mon avis, étant dans les choux, parce qu'il ne reviendra pas, en tout cas, dans la course à la présidentielle, on voit aujourd'hui qu'il y a un vrai travail de faire baisser Marine dans les sondages alors qu'on l'avait fait monter, le système l'avait fait monter de manière évidente et explicite. On a l'impression qu'on veut se débarrasser finalement d'une Marine Le Pen gênante, et il y a une opération de déstabilisation du Front National. Je parle dans la récupération et l'interprétation médiatico-politique majoritaire des événements norvégiens, et c'est quelque chose qu'on peut à juste titre rapprocher de l'époque de Carpentras, hein, de l'épisode de Carpentras. Sur notre site, il y a un texte très explicite qui s'appelle « De Carpentras à Oslo ». On est dans cette configuration. On essaye de montrer du doigt, finalement, le nationalisme et la résistance au nouvel ordre mondial du côté des nationalismes européens,
Alors qu'en fait, si on creuse un peu, on verra que le type, dont je ne veux même pas me souvenir le nom, a absolument pas ce profil-là quand on creuse un peu, hein, voilà. Donc aujourd'hui, dans l'exploitation notamment française, c'est essayer, comme dans l'affaire de Carpentras, de rediaboliser le Front National mariniste que le système avait dédiabolisé parce qu'ils avaient besoin de marine pour qu'elle perde face à Strauss-Kahn. Il n'y a plus Strauss-Kahn, ils ne veulent plus de marine non plus. Ils veulent, comme je l'ai dit, un deuxième tour classique, gauche-droite, avec une victoire du PS au deuxième tour pour jouer l'alternance, qui est la meilleure stratégie pour durer un peu. Voilà. Alors après, quand je reviens à la Norvège, il y a eu 2 attentats en Norvège qui correspondent, à mon avis, à un double message, une double menace et une double punition. Il y a d'abord un attentat à la bombe, dont on nous dit que c'est un attentat à la voiture piégée, mais qui est, d'après mes informations, un attentat dans les égouts de la ville, une énorme bombe, je crois, de 200 kilos, qui d'ailleurs a été posée au moment où il y avait, comme à chaque fois dans ce genre d'attentats étranges, Madrid, Londres, ou même, je crois, Oklahoma, des opérations de simulation, des opérations de sécurité et des opérations, des exercices de simulation d'attentat. Hein, c'est souvent comme ça qu'on glisse un vrai attentat dans un faux. Voilà. Hein. Cette première bombe, en fait, a menacé et touché directement le centre de la capitale, c'est-à-dire le quartier administratif où résident les ministères. Donc on voit très bien qu'il y a une menace directe qui est envoyée non seulement aux élites politiques de la Norvège pour son insoumission politico-économique à l'Empire et au Nouvel Ordre mondial, mais aussi un message qui est envoyé à tous ceux qui voudraient, toutes les nations, tous les hommes politiques un peu indépendants, je parle des élus, qui voudraient suivre la Norvège sur cette voie de la dissidence et du refus de la soumission au Nouvel Ordre mondial, qui est, je le répète, à la fois économique, bancaire, politique et géopolitique et militaire. Hein, voilà. Donc il y a cette première analyse qui correspond à ce premier attentat. Et le deuxième attentat, c'est tuer des jeunes, c'est-à-dire 70 personnes, ce qui ressemble beaucoup à tous ces attentats de très haut niveau sous faux drapeau qu'on attribue soit à du terrorisme, soit à des tireurs isolés, et qui constituent toujours à tuer comment dirais-je, le petit peuple en grande quantité. Je pense notamment à l'attentat de Bologne, je pense aux attentats de Madrid ou de Londres. Ce genre d'attentats en général sont des attentats, comment dirais-je, rarement de groupes isolés ou de terroristes, mais à des attentats de très haut niveau, de services impériaux, etc. Hein, on peut penser en France à l'affaire de la rue de Rennes, qui était en fait une guerre des services iraniens pour les promesses non tenues de la France sur les questions de l'atome et les investissements qu'avait mis l'Iran dans ces questions-là. On peut penser aussi aux manipulations des services algériens sur les attentats du métro Saint-Michel, avec les histoires très louches du GIA qui se prolongent aujourd'hui dans le Al-Qaïda Maghreb islamique. Hein, donc là, on est dans des opérations, à mon avis, de très haut niveau, hein, qui demandent beaucoup de préparation, des services alliés, enfin croisés, etc. On sait de sources sûres que depuis quelques années, un service lié à l'OTAN avait pour mission de recruter en Norvège des retraités de la police et de l'armée qui sont sur une ligne pro-impériale, c'est-à-dire contre la ligne de l'État actuel, et sur une ligne, on va dire, que je qualifierais de néoconservatrice, atlantiste. Donc tout ça, à mon avis, il faut en tenir compte. Et donc cette deuxième partie de l'attentat, la première étant pour punir et menacer les élites politiques norvégiennes, punir les élites norvégiennes et menacer ceux qui voudraient avoir l'idée de la même insoumission. Le deuxième niveau, c'est tuer des jeunes. On nous dit que ce sont des jeunes norvégiens. Ce ne sont pas seulement des jeunes norvégiens, ce sont des jeunes norvégiens souvent issus de l'immigration, quand on regarde bien, qui sont d'extrême gauche, mais d'une extrême gauche norvégienne qui n'est pas comme l'extrême gauche française, notamment sous contrôle trotskiste, mais je dirais qu'il y a une extrême gauche authentique, et qui étaient pour la plupart des militants palestiniens qui militaient pour le boycott d'Israël. Voilà. Donc il y a la punition de militants pro-palestiniens norvégiens, la punition de l'État norvégien et la menace sur les élites norvégiennes insoumises au nouvel ordre mondial et à ses tenants, notamment militaires, bancaires, et ce que ça implique. Hein. Donc c'est toutes ces analyses-là qu'il faut mener de front. Et comme exploitation, effectivement, de rediabolisation du Front National en disant voilà ce que donnent les idées nauséabondes du nationalisme. Et c'est là où je dirais l'amalgame est très malhonnête, car ce jeune homme qui finalement n'a pas été tué lors de sa capture, ce qui est assez étrange, ce qui voudrait dire qu'il va resservir encore pendant son procès, n'est pas du tout un type d'extrême droite classique ou un type d'extrême droite de type Front National, Marine étant totalement atypique dans l'extrême droite européenne par rapport notamment à l'extrême droite hollandaise, belge, et ne pouvant pas du tout être ni de près ni de loin, sur le plan, je dirais, des idées, associé à ce meurtrier de masse qui est clairement
au niveau de son idéologie. Après, on verra s'il a été fabriqué ou pas, s'il y a des choses louches dans son CV, on pourra un peu creuser, est ce qu'on appelle un militant extrémiste néoconservateur. Hein. Il est atlantiste, sioniste ultra, donc il correspond à cette extrême droite aujourd'hui, dont la plus proche, c'est-à-dire celle avec laquelle il aurait officiellement eu des liens, qui est l'extrême droite anglaise, qui est une extrême droite aujourd'hui anti-islamique radicale, mais qui se réclame de l'État d'Israël et qui aujourd'hui exhibe des drapeaux israéliens dans ses manifestations d'extrême droite et qui obtient même aujourd'hui le soutien, c'est vérifiable dans les vidéos sur Internet, de rabbins new-yorkais extrémistes, etc. Donc on est, une fois de plus, la malhonnêteté des médias français est à son comble, et on voit très bien de quel genre de soumission, car il n'est jamais indiqué que ce type se réclame d'abord, au niveau de sa vision racialiste et violente, se réclame de l'État d'Israël. Il ne se réclame pas d'une extrême droite antisémite. Son modèle est Churchill, il déteste, je crois, dans ses écrits Hitler, donc il est de cette nouvelle extrême droite dont le modèle n'est plus du tout l'État national-socialiste allemand ou ce qu'on a pu appeler l'Axe dans les années 40, mais est clairement cette nouvelle Sparte qui est en fait Israël dans sa version d'extrême droite, c'est-à-dire la ligne Netanyahou-Lieberman, et ça c'est totalement tu par les médias, c'est la chose dont on ne parle jamais. Il y a un petit aspect aussi étrange, c'est qu'on nous le montre en grand uniforme militaire, et une photo d'ailleurs prise dans le même angle, ce qui fait penser un peu à un montage, une espèce de dossier fabriqué, un CV fabriqué type fabrication américaine. On le voit aussi dans une tenue maçonnique avec le tablier, ce qui voudrait dire en plus qu'il est vénérable de loge, d'après les codes, bleu et blanc. C'est une symbolique assez étrange. Alors on nous montre cette photo de lui en grande tenue maçonnique sans jamais dire qu'il serait franc-maçon, ce qui décale toute la lecture quand on prétend qu'il serait un fondamentaliste chrétien. Fondamentaliste chrétien et franc-maçon, ça peut vouloir dire au mieux un certain type de protestantisme anglo-américain, mais absolument rien d'autre, et surtout ça n'a rien à voir avec ce qu'en France on appelle le fondamentalisme chrétien, qui serait les cédévacantistes ou les lefévristes, c'est-à-dire les intégristes catholiques. C'est strictement inconciliable, la franc-maçonnerie et le catholicisme intègre. Voilà. Donc tout ça, c'est un dossier très complexe, très étrange, et moi, ma technique, c'est toujours de chercher les contradictions, et surtout le quo bono, à qui profite le crime, et ce que les médias taisent le plus. Les médias taisent le plus la dimension, je dirais, châtiment de la Norvège pour son antisionisme. N'oublions pas les accords d'Oslo, ils étaient bien à Oslo et pas ailleurs, et militants d'extrême droite pro-sionistes, parce que beaucoup de partis aujourd'hui, comment dirais-je, de façon obscène, n'ont pas le courage d'admettre, c'est qu'aujourd'hui, je suis désolé, le Parti socialiste qui aujourd'hui pointe du doigt Jean-Marie Le Pen pour une déclaration, ça sans doute un peu maladroite mais tronquée, le Parti socialiste a beaucoup plus d'implication dans le soutien au sionisme que le Front National. Donc je veux dire, ils devraient plutôt balayer devant leur porte, je ne parle même pas de l'UMP. Voilà où mène non pas l'extrême droite de type Front National, qui d'ailleurs est un mouvement populiste, l'extrême droite est quelque chose qui lui est accolé pour le diaboliser, mais voilà où mène l'idéologie néoconservatrice à laquelle adhère pratiquement officiellement l'UMP de Sarkozy et à laquelle adhèrent en douce en réalité les élites du Parti socialiste. Voilà. Donc ça, c'est cette analyse globale qu'il faut faire. Dernière analyse, on voit très bien aujourd'hui que chaque fois qu'il y a des attentats de haut niveau qui sont, à mon avis, des opérations non pas terroristes sauvages ou de fous isolés, mais des opérations de manipulation sous faux drapeau. Un coup, c'est un terroriste musulman, enfin, on va dire islamique, selon la terminologie, et un coup, maintenant, c'est un extrémiste de droite. Il faut se rappeler des attentats qui ont précédé ceux du 11 septembre, qui étaient ceux d'Oklahoma City. C'est-à-dire qu'un coup, on monte un musulman radical, et un coup, on monte un nationaliste. Hein. On monte un nationaliste, ce qui veut dire en fait qu'on pousse à l'opposition frontale les deux, finalement, camps qui risquent au mondialisme et qui pourraient mettre à bas le processus mondialiste s'ils s'unissaient, c'est-à-dire les nationaux et les musulmans. Et cette opération, effectivement, c'est pour ça que je pense que c'est une opération fabriquée, car elle a toutes les utilités, et c'est en ça qu'elle est comment dirais-je, elle pue, c'est qu'elle permet aussi de créer par les commentaires médiatiques de la haine entre musulmans et nationalistes, par toutes les séries d'imprécisions, de manipulations et de mensonges du commentaire, comme à chaque fois d'ailleurs, quand il y a un faux attentat islamique, on peut reparler du 11 septembre, ça permet de cabrer tous on va dire le monde chrétien, la masse chrétienne,
on monte la masse chrétienne contre l'islam en fabriquant un pseudo-attentat islamique, et l'autre fois, on monte un pseudo-attentat, je dirais, arien, vous voyez, parce que là, on est dans des symboliques vulgaires, on voit que ça s'adresse aux masses à ce niveau-là, parce que je pense qu'il y a des messages envoyés à plusieurs niveaux, mais on voit un blond aux yeux bleus de type arien, immédiatement il y a la réduction ad Hitlerum, et évidemment, il serait raciste, racialiste, arianiste, voilà, c'est ce qu'on, et il mettrait en danger les musulmans. Voilà, c'est ce qu'on essaye de nous vendre. Hein. Donc un coup, c'est les musulmans qui mettent en danger le monde blanc chrétien, et un coup, ce sont les blancs chrétiens qui veulent tuer des musulmans. À qui profite cette vision du monde? Elle s'appelle effectivement la stratégie et la théorie du choc de civilisation, et à qui profite-t-elle? Même pas aux États-Unis d'ailleurs, mais surtout, je dirais, à l'Empire, c'est-à-dire à la vision néoconservatrice et, je dirais, américano-sioniste du monde. Hein. Voilà, je pense que là, j'ai fait un tour de la question assez complet. Alors maintenant, contrairement à Lee Harvey Oswald, ce monsieur n'a pas été tué lors de cette capture, ce qui veut dire, alors bon, on peut se perdre en conjecture, pourquoi? Est-ce que c'est lié aux méthodes de la police norvégienne? Mais bon, si c'est une opération de haut niveau, on aurait pu planifier son exécution lors de son arrestation. Peut-être qu'il est prévu qu'il serve encore pendant son procès et qu'il fasse des déclarations tonitruantes de type anti-musulmane, racialiste, pour bien continuer à enfoncer les clous et à diaboliser, on va dire, les nationalismes montants, c'est-à-dire que tout ce qui se révolte aujourd'hui contre la violence sociale et économique du nouvel ordre mondial, voilà, peut-être que ce type va encore resservir dans une espèce de procès médiatique pour effectivement contrer cette colère qui monte, évidemment qui converge vers 2012 et qui est d'ailleurs en France, c'est vrai, portée majoritairement par Marine Le Pen, critique de l'idéologie du métissage, mais bien comprise, c'est-à-dire de la destruction des frontières et de la destruction des cultures enracinées, quelles qu'elles soient, aussi bien d'ailleurs au nord qu'au sud, parce que c'est le même processus quand on prétend importer la démocratie au nom des printemps arabes dans les pays musulmans, c'est aussi éradiquer voilà, ces cultures locales, ces enracinements. Hein. Le métissage, ça ne veut pas dire le refus du petit blanc de se mélanger comment dirais-je, à l'immigré du Sud. Ça veut dire la volonté de l'Empire de détruire toutes les identités culturelles et la diversité, quelque chose auquel on doit être attaché, même par esprit écologique, pour produire en fait une masse d'îlotes sans passé et sans conscience, vouée à la consommation de masse et aux ordres des élites impériales, exactement selon la vision de M. Attali, qui dit bien d'ailleurs que dans l'avenir, les nations devront être considérées comme des hôtels. Hein. Voilà. Donc je pense que là, il faut bien avoir toute cette vision globale qui est, à mon avis, cet attentat est très cohérent et fait énormément sens. C'est pour ça que je me suis dit, j'ai regardé les commentaires qui étaient faits, personne ne fait le travail entièrement. Et surtout, ce qui est systématiquement occulté, c'est un petit peu la dimension étrange, c'est la dimension maçonnique, puisqu'on exhibe une photo de ce monsieur en grande tenue maçonnique sans jamais la commenter. Alors est-ce que c'est un montage? Est-ce que c'est une manipulation aussi pour montrer du doigt les réseaux maçonniques? Peut-être parce qu'il y a une guerre aux États-Unis entre réseaux WASP maçonniques, puisque les grands réseaux WASP sont maçonniques, mais d'une maçonnerie typiquement anglo-saxonne, hein, pas celle du Grand Orient, et les réseaux, on va dire, sionistes. Peut-être qu'il y a une guerre en ce moment aux États-Unis entre ces deux réseaux alliés mais en même temps concurrents, et peut-être que c'est une des clés aussi de la chute de Strauss-Kahn. Alors peut-être qu'on manipule avec cette photo, on essaie de montrer du doigt les réseaux maçonniques, peut-être pour dans un rapport de force, dans un message qui est envoyé, ou pour cacher des réseaux qui seraient plus simplement sionistes. Voilà, toutes ces lectures sont possibles. Moi je trouve très étrange qu'on ait exhibé cette photo de ce tueur en grande tenue maçonnique sans jamais la commenter. Soit on la montre et on la commente, soit on la cache et on en montre une autre. Alors elle est systématiquement montrée, elle est très explicite, puisqu'il est en grande tenue avec le tablier, les 3 points, et en plus en tenue bleue et blanche. Hein, tout ça, ce sont des symboles accumulés, sans jamais être commentés, pour que le commentaire ne soit fait, je dirais, que par la résistance. Hein, la toile qui dit oui, c'est un franc-maçon, on nous le cache, on ne nous le cache pas. On nous demande de le deviner et de l'interpréter, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc il y a ces attentats norvégiens ce double attentat norvégien est très très intéressant, très inquiétant, parce que ça veut dire que plus on s'approche de l'épilogue du combat final pour le nouvel ordre mondial, plus la violence est grande contre les gens qui y résistent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
On n'a pas hésité à tuer. Plus on est brutale et violente, on le voit avec la diabolisation du Front National, qui n'a rien à voir avec tout ça, plus les mensonges médiatico-politiques sont grands, puisqu'on nous cache la dimension pro-sioniste du terroriste et la dimension très antisioniste de ceux qui ont été tués. Enfin voilà, on sent que la tension monte, exactement comme on sent qu'aux États-Unis, ça va très mal, puisqu'il a fallu faire un vote en catastrophe pour faire péter une fois de plus le plafond de la dette américaine, pendant qu'on nous demande en France de voter l'orthodoxie budgétaire et de l'inscrire dans la Constitution, ce qui veut dire exactement le processus inverse, en fait comme si les pays d'Europe devaient payer de plus en plus pour comment dirais-je, la faillite américaine. Enfin voilà, tout ça s'additionne et nous amène vers un 2012 effectivement de plus en plus violent, chaotique et incertain. Voilà.